Salut à tous, nous chez vous, c'est vous et nous. Bienvenue dans Vous et nous. Depuis la nuit des temps, l'humanité assiste à un spectacle impressionnant. L'apparition dans le ciel de traînées lumineuses dont certains terminent leur course quelque part sur la surface de la Terre. Cette fois-ci, nous les verrons au Maroc. Le compositeur de I Believe I Can Fly, le chanteur et producteur américain R. Kelly, a été transféré depuis Chicago où il était incarcéré depuis 2019 vers une prison de Brooklyn, New York. On en parle dans cette édition de Vous et nous. Les champions des arts martiaux, on ne les trouve pas seulement dans des pays asiatiques, oui, non. La Côte d'Ivoire s'est imposée sur la scène mondiale du taekwondo grâce à ces champions nationaux qui ont remporté des médailles. On en parlera dans cette émission. Dans la question hashtag Vous et nous de cette semaine, on va s'y focaliser sur les artistes africains. Yacouba Ouedraogo revient dans son segment Sportissimo, English Time with Michelle Joseph dans Anglais Express. Mais d'abord, j'ai vous fait voyager à Los Angeles pour parler pandémie. Oui. La pandémie de Covid-19 a entraîné des changements de mode de vie chez de nombreuses personnes. Moi-même qui vous parle ici, j'en sais quelque chose. À Los Angeles, en Californie, une amatrice de vélo a ouvert plusieurs magasins de vélos pour répondre à une demande croissante de personnes souhaitant faire de l'exercice tout en explorant leur ville. C'est beau à voir. Reportage de Mike O'Sullivan. Récit de Mamadou Oumfa. C'est devenu une routine pour ces cyclistes qui se réunissent plusieurs fois par semaine, un groupe en pleine expansion lancé par Kelly Hart. Une idée qui lui est venue en pleine pandémie. Coincée chez elle, elle a sorti son vieux vélo. Je l'ai réparé et j'ai commencé à l'utiliser. Et puis mes amis ont voulu venir et je me suis dit, allez, allons-y. Et puis les gens sont venus et je me suis retrouvé avec une centaine de personnes derrière moi un mardi soir. Beaucoup avaient besoin de vélos, ce qui a donné naissance à son nouveau magasin de vélos. J'ai pris mes économies et j'en ai acheté 3. Et j'ai posté sur les réseaux sociaux et j'ai eu des acheteurs immédiatement. Une nouvelle entreprise s'est ainsi constituée alors que plus de clients voulaient des vélos. La pandémie a frappé et je me suis dit pourquoi pas, puisque je ne peux pas aller au gymnase ni jouer au basket. Faire du vélo a été pour beaucoup une chance de sortir vers des milieux plus sûrs. Pour certains, cela a été une thérapie. J'ai eu un accident de voiture et j'avais donc peur d'être entourée de gens, d'être en public. Stressés par la pandémie, d'autres disent la même chose. Je pense comme beaucoup que Ride With Us nous a sauvé la vie. Je pense que ça m'a sauvé la vie. La plupart des balades à vélo sont pour le plaisir, mais certaines visent à défendre des causes. Le groupe a participé à une balade début juin pour commémorer George Floyd, un Afro-Américain décédé l'année dernière pendant une arrestation par un policier blanc de Minneapolis et qui a été reconnu coupable en avril de meurtre. Faire du vélo crée des liens. Nous sommes une communauté de joie, de bonheur et d'amitié. Une communauté dont les liens ont été consolidés en survivant à la pandémie. Waouh, elle est superbe. Merci Mike pour ce beau reportage. 12 mois après le début de la pandémie de Covid-19, les habitués, ou les habitudes, allais-je dire, sportives beaucoup d'entre nous ont changé. Moi-même qui vous parle ici, j'en sais quelque chose. De nombreuses études montrent que la santé mentale de ceux qui ont gardé une activité physique régulière s'est améliorée. Le défi, c'est toutefois de rester actif dans un environnement rendu instable par les changements liés à la lutte contre le coronavirus. Faites quelque chose. En tout cas, moi, j'essaye. Je fais du vélo, je cours un peu. Écoutez, je vais vous parler du Maroc. Muni de son détecteur et de sa loupe, Ali Lamgari passe des mois à errer dans des dunes à la recherche de météorites très répandues au Maroc. En ce moment, il concentre ses efforts sur une zone désertique située près du village de Tamri dans la ville d'Agadir. Dilidico. Ali Lamgari est chasseur de météorites. Un métier qui semble futuriste, mais qui renseigne sur les traces du passé. Une météorite est une pierre venue de l'espace
est parvenue sur le sol de la Terre. La plupart des météorites sont des astéroïdes, des rochers qui tournent autour du Soleil. Selon les scientifiques, un astéroïde géant serait à l'origine de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Lorsqu'Ali trouve une météorite dans le désert, il suit une procédure bien établie. En tant que nomades, nous scrutons le désert pendant un mois. Nous trouvons parfois des météorites et parfois non. Lorsque nous trouvons une météorite, nous remplissons une fiche technique, nous notons les coordonnées GPS de l'endroit où elle a été trouvée et nous prenons une photo à l'endroit exact où nous l'avons trouvée. Ali se rend ensuite au musée des météorites de l'université Ibn Zor où des tests sont effectués par des géologues. Plus de 50% de météorites se trouvant dans des musées ou des laboratoires internationaux ont été trouvés au Maroc. Ces météorites fournissent des informations très importantes au niveau scientifique. C'est sur cette base que nous avons décidé de créer ce musée en 2016. Son premier rôle est de faire la recherche scientifique. Nous essayons de développer la recherche à l'université d'Ibn Zor. Ainsi, nous avons formé des chercheurs qui ont obtenu leur doctorat en recherche scientifique spécialisée dans les météorites. Pour atteindre ces objectifs, l'université travaille avec des chasseurs de météorites comme Ali depuis 2004. Le musée des météorites se concentre sur les trouvailles faites au Maroc, mais il reçoit aussi des échantillons venus de différents pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Selon le professeur en géologie Michael Higgins de l'Université de Québec à Chicoutimi, la Terre reçoit quand même des milliers de météorites chaque année. La plupart très petits, on doit le dire ici, qui tombent un peu partout à sa surface. La vaste majorité prend le chemin des océans qui représentent plus de 70% de la surface du globe. Donc d'après lui, on les retrouve plus dans l'eau que sur la Terre. La création africaine est en ébullition en Europe et semble de plus en plus obtenir la reconnaissance internationale. Des dénicheurs de talent mettent depuis plusieurs mois toute leur énergie pour mettre en lumière notamment des métiers d'art contemporains d'Afrique à l'occasion de la saison Africa 2000 ou 2020 en France. Notre correspondant à Paris, Elam Lecoeur, s'est rendu à l'exposition itinérante Exception d'Afrique. On suit. Venus du nord au sud, de l'ouest à l'est du continent africain, pas moins de 25 artistes contemporains exposent leurs œuvres dans la capitale française. Une nouvelle génération de créateurs qui a pour point commun de magnifier la matière pour raconter des histoires avec élégance et délicatesse. À l'origine de cette aventure, Nelly Nanawanji, dénicheuse de talent. Il y a des pays où il n'y a pas du tout d'école, il y a très peu d'écoles d'art, il y a très peu d'écoles de design, il n'y a pas d'école de métiers d'art, il n'y a pas des marchés locaux qui sont développés pour promouvoir la production locale. Donc c'est un peu plus compliqué pour certains Africains de faire connaître justement leur talent, de faire voir ce qu'ils font, parce que localement, il n'y a pas une chaîne de valeur qui les accompagne à le faire. Passionnée, Nelly se donne pour mission de valoriser les créations Made in Africa et d'exposer à travers le monde cette nouvelle esthétique africaine puissante. Parmi les artistes dénichés, Ahmed Ouattara, designer burkinabé qui a fait du recyclage et du respect de l'environnement une priorité dans ses créations. Le Burkina est un pays enclavé, on est loin de tout, donc difficile d'accès par rapport aux autres pays côtiers qui sont autour de nous. Par exemple, il n'y a pas assez d'arbres, il n'y a pas de bois et tout. Et donc, mais on a quand même les emballages qui déferlent dans le pays à travers les produits qui rentrent, n'est-ce pas? Et comme on importe tout, quasiment, et donc ces emballages restent. Je m'intéresse à cet emballage, ces fûts-là, ces bidons d'huile qui viennent avec, c'est des bidons d'huile de moteur en fait, parce que le Burkina Faso est un pays plein de motos, donc ces huiles-là viennent pour justement ces moteurs-là. De plus en plus présente dans les galeries d'art ou encore les foires spécialisées en Europe, la création africaine foisonne et obtient peu à peu une reconnaissance internationale. Arcurial a été pionnier en organisant à Paris dès 2010 sa première vente dédiée à la création contemporaine africaine avec 65 artistes.
Après la capitale française, l'exposition itinérante Exception d'Afrique, avec pas moins de 200 œuvres, doit désormais partir à la conquête de plusieurs capitales européennes, une aventure qui se poursuivra ensuite aux États-Unis. Elam Lecoeur à Paris pour VOA Afrique. Il existe de nombreuses façons de soutenir les artistes œuvrant dans plusieurs disciplines, les arts plastiques, la peinture, la sculpture, les plasticiens, les photographes et j'en passe. La question cette semaine dans Hashtag Vous et Nous de cette semaine est comment encourager les artistes africains, comment promouvoir leur art. Vous êtes nombreux à répondre à nos questions, mais on choisit quelques-unes de vos réponses. Maosam Goma RDC nous dit « Les artistes musiciens sont nombreux dans notre continent. Le problème est qu'il n'y a pas assez de studios pour les aider à enregistrer leur son. » Gilly Johnson Atoloba, Ouagadougou, Burkina Faso. Il nous dit il faut d'abord aider les artistes en les éduquant sur le droit d'auteur et en combattant le piratage de leurs travaux. Boupé Sungula, Pointe-Noire, Congo, les artistes ont besoin d'être aidés financièrement. Trop de talent en Afrique, mais pas assez d'aide. Moi, je pense que les départements de la culture doivent prêter attention à toutes les disciplines culturelles du continent. Merci pour vos nombreuses réponses. Nous allons prendre une courte pause et nous reviendrons dans un instant. Vous et nous, part 2. Et voilà, comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais et c'est avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Les verbes used to et would. Used to et would, ça veut dire avoir l'habitude de faire quelque chose. Et les deux décrivent une action à répétition dans le passé. Trouvons les exemples pour le mode d'emploi. When I started working here, I would go to the coffee shop every day. Ou bien, when I started working here, I used to go to the coffee shop every day. Donc, quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais l'habitude de me rendre au café tous les jours. Et dans ces deux cas, would et used to s'emploient de la même façon et il n'y a pas vraiment de différence. Et pourtant, il y en a des différences entre les deux. Les voici. On emploie l'expression would lorsqu'on commence la phrase avec un moment spécifique. Par exemple, every Monday, I would go to the gym. Tous les lundis, j'avais l'habitude d'aller à la gym. At 10 o'clock in the morning, I would take a break. À 10 heures du matin, j'avais l'habitude de prendre une pause. In the afternoon, I would make myself a cup of tea. Dans l'après-midi, j'avais l'habitude de me préparer une tasse de thé. On the weekends, I would go shopping. En fin de semaine, j'avais l'habitude de faire des courses. On emploie uniquement used to avec les verbes to be, c'est le verbe être, to think, le verbe penser, to feel, le verbe sentir, to see, le verbe voir ou bien to understand, le verbe comprendre. Par exemple, my office used to be across from the coffee shop. À l'époque, mon bureau se trouvait en face du café. I used to see you every day. J'avais l'habitude de te voir tous les jours. I used to think a lot about music. J'avais l'habitude de penser beaucoup à la musique. I used to understand Spanish.
il y a une époque, je comprenais l'espagnol. Et vous? Used to? Would? Allez-y, pratiquez. Et voilà pour l'Anglais Express. Thank you, Miss Michelle Joseph. Merci infiniment, Michelle. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à un segment que vous aimez tous parce que vous m'écrivez toujours, Roger, on adore ce segment-là. Oui, c'est l'actualité, les news dans Vous et nous. Plus d'une centaine d'antiquités d'origine égyptienne qui avaient quitté illégalement ce pays ont été restituées cette semaine à l'Égypte par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les trafics de biens culturels, soit OCB. L'office, dirigé par le colonel Didier Berger, est basé à Nanterre, près de Paris, pour ceux-là qui connaissent Paris, avait été saisi de cette affaire en décembre 2019 à la suite d'une dénonciation anonyme sur la présence dans la succession d'un passionné d'égyptologie, d'objets, de pourvus, des documents idoines pour autoriser leur sortie du territoire égyptien. Ces pièces d'antiquité, pour être plus précis, sont à 114 au total, étaient des petits objets ayant une valeur extrêmement importante pour l'Égypte. La restitution a eu lieu mercredi à l'ambassade d'Égypte à Paris en présence du procureur général de ce pays qui a rang de ministre, comme les autres ministres culturels, Ama El Saoui, et des membres du ministère des Antiquités et côté français du colonel Berger de la magistrate du parquet de Bordeaux en charge du dossier. Elle aussi, elle était présente. Toujours dans l'actualité, le chanteur et producteur américain R. Kelly a été transféré depuis Chicago, où il était incarcéré depuis 2019, vers une prison de Brooklyn, en prévision de la tenue début août de son procès pour enlèvement, séquestration et relations sexuelles avec des mineurs. Robert Kelly, de son vrai nom, apparaît désormais dans la base de données du Bureau fédéral des prisons comme détenu du Brooklyn Metropolitan Detention Center, MDC, un centre de détention situé dans le quartier de Sunset Park, dans le sud-ouest de Brooklyn. Il était jusqu'ici détenu au Metropolitan Correction Center de Chicago depuis juillet 2019, après son inculpation dans un deuxième dossier distinct qui devrait lui voir un autre procès pour des faits similaires. Le procès de Brooklyn, qui doit s'ouvrir le 9 août, sera l'un des plus médiatisés d'une année qui n'en a pas connu beaucoup, la pandémie de coronavirus ayant contraint les tribunaux à tourner au ralenti. Le chanteur de 54 ans devra répondre de 8 chefs d'accusation, dont certains concerne plusieurs victimes présumées. Il est mis en cause pour des relations sexuelles avec des mineurs, mais aussi accusé d'avoir enlevé, séquestré, menacé et filmé à leur insu plusieurs jeunes filles et jeunes femmes en différents États américains. R. Kelly, voilà. C'est son news pour ceux-là qui m'avaient aussi demandé. Les faits s'étalent sur près d'un quart de siècle, de 1994 à 2018, selon l'acte d'accusation. Et place à présent à notre segment Sportissimo avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Nous sommes rentrés dans le mois olympique. Les JO s'ouvrent le 23 juillet à Tokyo, au Japon. Dans la compétition de basketball, les Américains sont très attendus et la Team USA qui prendra part à la compétition de basket est connue. Kevin Durant, double champion olympique, sera le fer de lance d'une équipe des États-Unis renouvelée en quête d'une 4e médaille d'or olympique consécutive. Ni LeBron James ni Stephen Curry ne seront du voyage. La star du Team USA version Tokyo sera celle des Brooklyn Nets. Durant, 32 ans, fait partie d'une équipe américaine dirigée par Greg Popovich, l'entraîneur des San Antonio Spurs.
L'équipe est composée de 3 joueurs actuellement engagés en play-off NBA, l'arrière du Phoenix Devin Booker et le duo de Milwaukee Chris Middleton Drew Holiday. Les finales doivent se terminer au plus tard le 22 juillet, soit un jour avant le début officiel des Jeux. Parmi les athlètes des équipes de réfugiés figure Luna Solomon, qui n'avait jamais imaginé qu'elle participerait aux Jeux Olympiques. La tireuse sportive de 27 ans est arrivée en Suisse en provenance d'Érythrée en 2015 et a été retenue dans l'équipe des réfugiés du CIO pour les JO de Tokyo. Suivez ce reportage de nos confrères de Reuters que j'ai repris pour vous. Luna Solomon vise Tokyo. La tireuse d'élite érythréenne a été officiellement nommée mardi 8 juin comme l'une des 29 athlètes participant à une équipe de réfugiés aux Jeux Olympiques du mois prochain. Mais ce fut un long voyage pour la jeune athlète de 27 ans qui vit et s'entraîne désormais en Suisse. C'était un long voyage, mais grâce à Dieu, c'est déjà bien passé. C'était un risque de mort, les voyages, un voyage noir. Je suis traversée par Soudan et Libye, déserte, et le grand mer entre Libye et en Italie aussi. Ça prend à peu près 12 jours, 3 jours par bateau. Ah oui, grâce à Dieu, je suis là. Ouais. C'est à peu près 6 mois, quelque chose, pour arriver ici, en Suisse, en tout. Solomon est arrivé en Suisse en provenance de l'Érythrée en 2015. Son pays d'origine a l'un des pires bilans en matière de droits humains au monde et a enduré de longues guerres. Dans mon pays, on participe à tirs sportifs. C'est pour tuer quelqu'un. On n'utilise pas pour les sportifs. Solomon s'est lancé dans le sport après avoir rencontré son entraîneur, Niccolò Campriani, triple champion olympique de tir sportif. Il souhaite qu'elle ait une médaille, mais espère surtout qu'elle va inspirer d'autres enfants. Le Comité international olympique a dévoilé sa première équipe de réfugiés aux Jeux de Rio en 2016. Cette année, des athlètes de pays tels que le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Syrie et l'Afghanistan y participent. On s'arrête ici pour Sportissimo aujourd'hui et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Merci Yacouba, on reste toujours dans le sport. Cette fois-ci, on parle taekwondo. Vous savez, quand on évoque les arts martiaux, on pense naturellement au Japon, aux deux Corées ou à la Chine. Pourtant, ces dernières années, c'est bien la Côte d'Ivoire qui s'est imposée sur la scène mondiale. Ah oui, du taekwondo, grâce à ces champions nationaux qui ont remporté des médailles. Un deuxième sport national après le football. Le taekwondo est aujourd'hui pratiqué dans tous les quartiers du pays et le nombre de licenciés explose. Tous les jeunes veulent faire du taekwondo. Reportage de Yacine Sio et de Yuen Gourlay. De 1000 mètres d'altitude, Ruth Bagby, championne du monde et quintuple championne d'Afrique de taekwondo, rend les coups. Médaillée de bronze à Rio, elle se prépare avec l'équipe nationale dans des conditions difficiles qui mettent le corps à l'épreuve. Mais à quelques semaines de son départ pour Tokyo, les efforts semblent payants. Dès mon premier entraînement, je me suis demandé si auparavant je m'entraînais parce que c'était vraiment difficile. C'est la première fois que je travaille en montagne. Je me sens un peu plus légère, un peu plus puissante aux entraînements quand je frappe. Si beaucoup d'athlètes africains s'entraînent exclusivement à l'étranger, la jeune femme ivoirienne de 27 ans, qui vit en Espagne, a choisi de rentrer au pays pour se préparer aux épreuves olympiques. La jambe qui travaille, c'est pas tout ton corps. Pour la qualification olympique, après ma blessure, c'est ici que je me suis préparée, c'est ici que j'ai fait ma rééducation. Voilà, j'ai tout fait ici. Je rêve grand à Tokyo. Je prie Dieu que Dieu me permette de réaliser mon rêve. Grand, c'est le sommet en fait, le sommet de la montagne. Voilà, ça commence à venir. Cette année, c'est une première. 4 athlètes ivoiriens sont qualifiés pour les Jeux. En Côte d'Ivoire, la championne est bien entourée grâce à une fédération structurée et équipée. Dans quelques mois, la Côte d'Ivoire va inaugurer le premier palais de taekwondo du continent africain. Financé avec l'aide de la Corée du Sud, la grande salle de compétition internationale d'une capacité de 1500 places rappelle l'histoire surprenante de cet art martial en Côte d'Ivoire. Bon là, nous entrons dans le Saint des Saints, la grande salle de compétition de taekwondo. Maître Daniel Cheikh Bamba, le très apprécié président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, en poste depuis près de 12 ans, raconte. En 1968, 8 ans après l'indépendance, l'un des champions de Corée,
Melky Myunte, qui avait âgé 30 ans, champion de Corée, qui avait été plutôt choisi pour aller promouvoir le taekwondo aux États-Unis. Que s'est-il passé pendant son vol? Il a rencontré un Italien qui lui a dit « Mais viens voir la Côte d'Ivoire, les Africains aiment bien les sports de combat comme la boxe, le shokan. Viens faire un tour, viens regarder. » Tombé amoureux du pays, le grand maître coréen y est resté près de 30 ans. Le temps pour lui de partager sa passion. Le sport a immédiatement plu aux Ivoiriens. Il a réussi à introduire ce sport à l'université, à la police, à la gendarmerie. Donc il a eu toute une stratégie, je dirais, de déploiement, des prises de contact avec le peuple ivoirien, au point que, par rapport aux autres sports, il a pu mettre à la tête des fédérations des hommes de qualité. Une stratégie payante puisque la fédération compte aujourd'hui 46 000 licenciés. Deuxième sport le plus pratiqué du pays après le foot, il l'est beaucoup dans les quartiers populaires, comme ici à Anono. Bien sûr, c'est accessible au petit budget parce que, d'abord, nous, pour faire la promotion du taekwondo, on a fait du social. Il y a du social et on a tenu compte aussi de la bourse moyenne. Bon, nous, on les prend en charge compte tenu de la situation des parents. Il y a des parents aussi qui c'était bien et puis bon, avec la crise, qui ont perdu des emplois. Nous-mêmes étant parents, donc on essaie de voir comment accompagner ces enfants qui aiment ce sport. Ouvert aux garçons comme aux filles, le taekwondo véhicule des valeurs positives. Aujourd'hui, l'enfant qui vient, qui pratique, il sait qu'en donnant un coup au visage de son camarade, il peut le blesser. Donc aujourd'hui, ici, ça permet de canaliser cet enfant-là. Ça permet de lui enlever ce côté violence-là. En août, les jeunes taekwondoïstes ivoiriens auront les yeux rivés vers le Japon pour soutenir leurs champions dans l'espoir qu'un jour, eux aussi, gagnent une médaille. Yacine Sio et Yuen Gourlet pour VOA Afrique depuis Mans et Abidjan. Vous voyez hein, que l'Afrique aussi ne blague pas quand il s'agit des arts martiaux. Hein. Certes, ce n'est pas hein, comme le football ou autre sport hein, qu'on trouve en Afrique, mais sur une grande partie du continent africain, aujourd'hui, on pratique volontiers le taekwondo, cet art martial venu de Corée du Sud. Merci encore une fois, Yacine. Merci infiniment pour ce beau reportage. Aïe, aïe, aïe. Moi aussi, je me rappelle quand j'étais jeune, je faisais quoi? Le karaté et le taekwondo. Mais maintenant, là, c'est fini. J'ai tout oublié. Écoutez, les amis, cette édition de Vous et Nous touche à sa fin. Nos sincères remerciements pour votre fidélité, à vous qui nous suivez grâce à nos stations partenaires partout dans le monde. Hein, et je vais en citer quelques dans quelques pays, au Bénin, au Togo, au Rwanda, au Tchad, au Niger, au Cameroun, en RDC, à Niamey et presque partout en Afrique francophone. On s'est dit, comme d'habitude, hein, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.